Alors, bonjour à tous. L'objectif de ce cours est d'abord de savoir à quel endroit je dois mettre ou inclure le cahier de charge dans le rapport de votre mémoire de fin d'études. C'est en particulier pour les mémoires licence en informatique. Des fois, on oblige l'étudiant à inclure le cahier de charge dans le mémoire. Et puis, on va donner des exemples sur qu'est-ce que vous devez mettre dans la section introduction et conclusion, qui sont les parties plus ou moins difficiles à rédiger dans un mémoire. Alors, on commence par le cahier de charge. Donc, c'est un document, en effet, qui est indépendant de votre rapport scientifique. Donc, ça, c'est un document dans lequel vous avez résumé les différents éléments ou fonctionnalités que le client a demandé et que vous, en tant que développeur, vous allez essayer de suivre euh, ces fonctionnalités. Donc, c'est comme si c'est le contrat entre le développeur et le client. Alors, c'est un rapport ou un livrable du processus de génie logiciel. Donc, c'est un résultat et ce n'est pas le rapport de votre mémoire de licence, par exemple. Alors, on a le choix de l'inclure ou non dans le mémoire, mais si c'était demandé ou obligé, on peut le faire. À quel endroit? Bah, de préférence au niveau du chapitre 1, dans lequel on est en train de décrire le contexte. Donc là, on essaye de dire pourquoi on a développé telle fonctionnalité. Donc à ce moment-là, on va inclure notre cahier de charge pour dire, voilà, parce que le client, il a demandé telle ou telle fonctionnalité. Ou bien, si jamais au niveau de l'organisation de mémoire, vous avez fait un chapitre complet d'introduction, donc c'est dans ce chapitre-là qu'il faut mettre pas le cahier de charge entier, mais c'est juste une synthèse de ce cahier. Alors, il y a plusieurs façons de structurer le cahier de charge et l'inclure dans le mémoire. Moi, je vous donne une façon très simple, d'accord, de l'inclure. Alors là, j'ai choisi de faire une introduction générale à part et un chapitre, le chapitre 1, qui va contenir les généralités. Donc, dans le chapitre 1, je vais mettre l'introduction, le contexte de votre projet. Et ensuite, je nomme carrément une section qui s'appelle cahier de charge dans laquelle je vais faire des sous-sections. La première, la description de votre projet. La deuxième, les différentes fonctionnalités par rapport à chaque utilisateur de votre logiciel, par exemple. Ensuite, le déroulement du projet. Donc là, on parlera de la méthodologie de travail et de préférence rajouter des diagrammes de Gantt, par exemple. Et ensuite, on parlera des ressources. Là, c'est humaine et matérielle. Euh, Là, si vous êtes le seul à développer, donc c'est uniquement qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil, les langages, les technologies nécessaires pour ce projet. Est-ce que ça a été euh, euh, une obligation, c'est-à-dire un choix de client, ou c'est vous que vous l'avez choisi? C'est donc à ce moment-là que vous pouvez l'inclure et ensuite la conclusion de chapitre. Donc ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez rajouter évidemment plus de sections dans le chapitre 1 pour décrire ce que vous voulez faire, mais ça, c'est le strict minimum que vous pouvez le suivre tout en incluant le cahier de charge. Alors maintenant, on va passer sur les sections, la rédaction des sections les plus importantes de votre mémoire, qui sont l'introduction et la conclusion. Alors, l'introduction, c'est l'élément clé de votre mémoire. On a certains lecteurs qui vont d'abord lire l'introduction. S'ils ont bien compris ce que vous avez fait, ils vont aller plus loin dans le mémoire pour chercher à comprendre. Et si cette introduction est mal écrite, malheureusement, ils vont constituer une mauvaise image sur le mémoire, sur le travail. Ils vont même pas prendre la peine d'aller plus loin et essayer de comprendre. Et cela, ça veut dire que votre travail ne sera pas valorisé. Donc, c'est pour ça, les deux sections qu'on va essayer de les rédiger correctement et qu'on va faire très attention à leur rédaction, c'est l'introduction et la conclusion. Pareil, la conclusion,
le lecteur, il va peut-être lire d'abord l'introduction, puis il va aller à la conclusion, jeter un coup d'œil pour voir les résultats, comment vous l'avez discuté, qu'est-ce que vous cherchez à faire. Et après, il peut rentrer dans le vif du sujet, donc il va regarder les autres chapitres, surtout s'ils sont bien organisés, donc la partie théorique, la partie pratique, tout ce qui est conception, implémentation, etc. Donc, une section à ne pas négliger qui est la section introduction. Donc cette section, elle doit convaincre le lecteur que votre travail vaut la peine d'être lu. Il faut motiver le lecteur en expliquant dès le départ, dès le début de cette section, pourquoi le problème étudié est important, c'est quoi qui vous motive, quelle est votre contribution, qu'est-ce que vous rajoutez comme valeur euh, dans, dans cette démarche, dans ce travail scientifique, pourquoi les solutions que vous apportez sont appropriées, sont intéressantes. Si vous avez fait des choix technologiques, il faut dire le pourquoi c'est intéressant. Donc, et au moment de la rédaction de cette section, il faut toujours garder à l'esprit que le lecteur ne connaît pas le sujet, il n'a pas encore lu la totalité de votre travail, il n'est pas expert du domaine, donc il faut se mettre à la place de quelqu'un qui connaît rien du tout sur le domaine, et c'est vous que vous êtes en train de lui apprendre, de lui faire connaître ce domaine, donc vous partagez vos connaissances. Donc, généralement, l'erreur que pas mal des étudiants font, c'est-à-dire quand il écrit le mémoire, bah, il pense que tous les gens qui vont le lire, l'examiner, ils sont des experts du domaine. Donc c'est pour ça, ça va réduire la qualité de son rapport parce que on va avoir un mémoire qui n'est pas compréhensible. Donc votre mémoire, il ne sera pas lu uniquement par l'examinateur de ce travail-là, mais il va être déposé à la bibliothèque pour qu'il soit lu par d'autres étudiants, par d'autres personnes qui peuvent s'intéresser à votre sujet. Donc c'est pour ça, il faut prendre ce temps-là, ce recul-là pour dire chaque mot ou chaque concept que je vais introduire dans le mémoire, il faut que je l'explique en moins une phrase pour que si jamais une personne qui n'est pas dans le domaine et qu'elle est en train de lire le mémoire que je viens d'écrire, elle va essayer quand même d'avoir une idée générale sur le travail que j'ai effectué. Alors, pour rédiger cette partie, il faut déjà citer quelles sont les idées, donc comment structurer cette section d'introduction. Alors, il y a beaucoup de façons de le faire, mais le plus commun, c'est déjà commencer par le contexte général de votre projet. Ensuite, il faut définir c'est quoi le problème, c'est quoi votre motivation, qu'est-ce que vous cherchez à faire. Et tout le temps, répondre à la question pourquoi vous êtes en train de faire ça. Donc, je vous rappelle que c'est le style scientifique qu'on a vu dans le cours précédent. Alors ensuite, donc j'ai dit que je vais faire une telle solution parce qu'il y a un problème posé. Donc après, je vais dire est-ce qu'il y a des solutions qui existent, d'accord, et quelles sont leurs limitations. Donc pourquoi je dois proposer quelque chose qui existe déjà, pourquoi, comment je vais faire pour proposer quelque chose de mieux que l'existant. Donc ensuite, une fois je fais la critique des travaux précédents, alors je mets l'objectif de mon travail, donc les principales idées sur lesquelles je vais me baser. Et enfin, on termine généralement cette section par une description du contenu. C'est-à-dire on va aider le lecteur à comprendre quelle est la structure générale de votre mémoire, chapitre par chapitre. Donc on va prendre un exemple détaillé de description, de rédaction de cette section, donc à travers l'exemple de gestion de scolarité. Donc c'est un sujet assez classique en licence. Alors ça c'est un exemple pour un projet de licence, mais c'est la même chose quand on est en train de rédiger une introduction pour
un rapport de master. Donc c'est pratiquement la même chose. Alors la première chose dans l'introduction, on a dit c'est le contexte. Donc vu que ce thème c'est une application de gestion de scolarité, donc ça dépend le contexte qu'il va choisir. Donc il y a un choix à faire, soit rester plus générique ou bien préciser directement un contexte particulier. C'est-à-dire soit on va parler d'une façon générale sur la gestion de scolarité, etc. comme contexte. Sinon, si le travail ou bien l'objectif de ce projet, c'est plutôt de se focaliser sur un développement web, c'est-à-dire un développement des applications web qui vont faciliter la tâche aux utilisateurs, là, on peut aussi commencer par ce contexte-là. Donc, c'est ce qu'il a choisi, cet étudiant. Donc, j'ai repris quelques paragraphes d'un mémoire existant, d'accord, euh, qui vont refléter les différentes étapes de la rédaction de cette section d'introduction. Alors lui, par exemple, ce qu'il a fait, il a parlé de développement web, il a dit il est devenu aujourd'hui un moyen indispensable pour créer, consulter, gérer et superviser les ressources Internet telles que les images, les vidéos et pages HTML. Donc là, c'est vrai, les phrases sont un peu longues, c'est pas parfait, mais au moins on a une introduction de contexte qui est générique, donc c'est ce qu'il faut faire dans l'introduction générale. Alors ensuite, il est en train d'expliquer la nécessité d'utiliser le développement web. Donc ça rentre dans la motivation, dans le contexte. Euh, donc il va spécifier en particulier, c'est qu'on ne fait pas euh, n'importe quelle application basée sur le web, mais on s'intéresse en particulier euh, au contexte de scolarité. Euh, donc, il est en train de spécifier sur quoi il va se baser, il va créer telle ou telle application. Donc, dès le départ, dès le contexte, donc j'essaye d'abord de généraliser, c'est-à-dire ce sujet de licence ou de master, il parle sur quoi, donc il touche quel contexte d'une façon générique, et ensuite je précise que sur quoi on s'intéresse en particulier, comme ici c'est uniquement la gestion de scolarité. Alors ensuite, donc on a dit la deuxième étape dans l'introduction, donc après le contexte, on a la définition du problème. Donc là, ça dépend du sujet. Enfin, c'est quoi le problème que vous avez détecté et pour faire ce projet de licence ou de master. Là, donc c'est un projet très simple. Il va se comparer uniquement, enfin, il va comparer uniquement les outils existants de gestion de scolarité dans son université, par exemple. Il va dire que euh, qu'il a détecté certains problèmes qu'il essaye de résoudre. Donc ici, par exemple, il dit que ce travail de fin d'études a pour motivation de faire une amélioration d'une partie des activités de différents départements des universités. On a visé la partie affichage des notes et des bulletins, etc. Donc là, il est en train de parler sur quel type de fonctionnalité ou c'est quoi qui fait que sa solution, elle est meilleure que les solutions ou les outils existants. Donc là, il est en train de définir c'est quoi le problème euh, de son projet qu'il a détecté pour proposer justement une solution à travers le projet de licence. Alors ensuite, donc, on doit préciser quelles sont les limitations des solutions existantes, c'est-à-dire expliquer davantage pourquoi on fait ce travail, pourquoi développer cette application, est-ce qu'elle existe déjà, est-ce que vous faites des améliorations, donc il faut critiquer les solutions existantes. Donc cet étudiant, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit qu'avec la méthode classique, c'est-à-dire sans support informatique, l'étudiant a des difficultés pour connaître et vérifier ses notes sans se déplacer et sans que celles-ci soient consultables par les autres étudiants de sa promotion. Dans le cas des étudiants qui habitent loin ou en cas de grève ou fermeture de l'université, l'étudiant est obligé d'attendre pour une simple consultation d'une note. Pour cela, il sera pratique de consulter sa note dans un site web. Donc c'est sa façon de dire les choses, de dire que leur logiciel il permet une gestion à distance
d'accord, des notes, des consultations, etc. Chose qui n'a pas été faite, n'a pas été proposée par les autres outils qui sont déjà utilisables par les universités ou son université.